Donc, bonjour, je m'appelle Jean-Louis Stéphan, je suis médecin d'enfants à Saint-Étienne et je vous propose donc dans le cadre de la filière de santé une discussion sur le purpura rhumatoïde. Le purpura rhumatoïde, connu aussi dans les pays anglo-saxons sous le terme de purpura de Enoch et Schönlein. Voici le trombinoscope de ces deux médecins germaniques qui ont décrit les premiers cette pathologie que l'on appelle également aussi dans la littérature internationale plus récemment vascularite à IgA, mais c'est vrai que en France, le terme de purpura rhumatoïde est le plus souvent consacré à cette pathologie qui associe, vous avez une petite photographie qui vous montre les principales atteintes de cette pathologie, des douleurs abdominales, des arthrites inflammatoires et ce purpura qui donne son nom à cette pathologie, c'est-à-dire ces taches pourpres que l'on va redécrire et qui sont caractérisées par une topographie tout à fait particulière au niveau des membres inférieurs. Alors, le purpura rhumatoïde est une vascularite. C'est la vascularite la plus fréquente avec la maladie de Kawasaki dont on a déjà parlé au sein de cette filière. C'est une maladie qui touche plus volontiers l'enfant entre 2 et 8 ans, mais qui n'épargne pas l'adulte, et cette affection concerne également des personnes arrivées à maturité. C'est quoi une vascularite? C'est ce que j'ai tenté d'expliquer avec ce petit schéma. À la suite d'un conflit par un agent infectieux, souvent une infection ORL, production d'anticorps et dépôt d'anticorps et de complexes antigènes-anticorps dans la paroi des vaisseaux et les vaisseaux sanguins, des petits capillaires de la peau notamment, et qui entraînent localement une inflammation, ce que j'ai symbolisé ici par un petit incendie. Et donc ça touche les petits vaisseaux sanguins de la peau, les articulations et parfois le rein et l'intestin. Il existe une incidence saisonnière. Pour vous dire, actuellement dans le service de pédiatrie, aujourd'hui, nous hébergeons 3 enfants avec un purpura rhumatoïde et l'incidence augmente souvent au moment de l'automne, ce qui suggère un déclenchement par une infection. Et différents microbes ont été impliqués, notamment le streptocoque des angines, le streptocoque A, et d'autres triggers, d'autres déclencheurs peuvent être incriminés, tels qu'une prise de médicaments, la réalisation d'une vaccination, ou même une piqûre d'insecte. Donc le purpura rhumatoïde n'épargne pas l'adulte, mais est bien moins fréquent. C'est vraiment le prototype de maladie pédiatrique. Et cette affection évolue par rechute, c'est ce qui est très caractéristique. Ces rechutes surviennent souvent dans les 3 à 6 mois qui suivent le début de cette maladie. Et il faut retenir d'emblée que c'est une maladie bénigne qui finit par guérir sans autre problème dans l'immense majorité des cas. Donc rhumatoïde difficile à prononcer, et sans doute pour ceux qui n'ont pas fait d'allemand dans les classes auront du mal à prononcer Schönlein, Enoch, peu importe. Et donc le purpura apparaît brutalement. Il est donc de couleur particulière, de couleur pourpre, ce qui indique son nom, et correspond à la fuite des globules rouges, des plaquettes, des vaisseaux sanguins qui ont perdu leur continence, leur étanchéité, ce que j'ai tenté de vous illustrer ici par cette petite animation. Donc fuite dans les capillaires des globules rouges qui vont passer dans la peau et donner donc cet aspect très très particulier de goutte de purpura, encore appelé purpura pétéchial, qui est très très caractéristique de cette affection, qui ne s'efface pas lorsqu'on appuie dessus avec une lame ou avec un verre, et qui a du corps, comme disent les médecins, c'est-à-dire qui se palpe aisément. Alors ici, vous avez un certain nombre de photos d'enfants présentant un purpura rhumatoïde. Vous voyez que ces lésions peuvent prendre des aspects tout à fait différents, des ecchymoses. En particulier, vous allez les trouver avec prédilection sur les fesses, et c'est un excellent critère clinique pour évoquer cette pathologie.
Des lésions un peu plus bulleuses ici, voire franchement bulleuses ici au niveau du pied, du purpura de façon importante également. Ce qui est important à reconnaître, c'est la topographie que l'on dit déclive, c'est-à-dire dans les parties les plus inférieures du corps. Et ici, une localisation assez originale, puisque vous voyez que le purpura infiltre la moitié de la langue. Ce qui est caractéristique dans ces différents aspects, c'est l'évolution par rechute, tant que la maladie est évolutive et souvent dans les premiers mois de la maladie. La topographie prédominant au niveau de la moitié inférieure du corps, mais qui n'épargne pas, dans certaines observations, le tronc et même le visage. Au visage, ce qui est caractéristique aussi, c'est l'apparition d'un édème. Cet édème est pris parfois pour de l'allergie. Ces photos se passent de commentaires, et parfois les taches de purpura, c'est-à-dire le passage de ces globules rouges et de ces éléments du sang à travers les petits capillaires, peuvent donner ces petites taches rouges au fond de la bouche, au niveau de ce qu'on appelle le voile du palais. Et c'est tout à fait caractéristique aussi. Le deuxième type d'atteinte qui est souvent contemporaine de l'apparition de cette éruption très particulière, ce sont les atteintes des articulations. Ce sont des arthrites, c'est-à-dire des inflammations des articulations qui sont souvent succulentes, gonflées, douloureuses, voire excessivement douloureuses, très chaudes, qui limitent la mobilité de ces petits-enfants, qui est parfois migratrice, c'est-à-dire qui change en fait entre l'aspect du matin et l'aspect du soir. Et ces arthrites touchent avec prédilection les grosses articulations. Vous voyez ici une cheville qui est vraiment très enflée avec également du purpura. Et puis cette atteinte du coude qui est franchement limitée et très douloureuse, manifestement très inflammatoire, très édémateuse comme l'on dit. Et bien malgré le caractère très spectaculaire de ces pathologies, eh bien ces arthrites évoluent absolument sans séquelles, sans érosion, sans destruction articulaire. Et ces arthrites, qui avaient été décrites par les auteurs germaniques il y a donc fort longtemps, confèrent le titre, le terme de purpura rhumatoïde à cette entité. La troisième atteinte assez caractéristique, mais non constante, est l'atteinte du tube digestif. Il faut comprendre que le purpura, que l'extravasation, c'est-à-dire la sortie des globules rouges et des autres éléments du sang, à travers des capillaires poreux et très inflammatoires, se fait également au niveau du tube digestif, dans la paroi du tube digestif, pour former des sortes d'hématomes, comme des ecchymoses à l'intérieur de la muqueuse du tube digestif. Cette muqueuse peut pleurer le sang et donner du sang dans les selles, ce qui est évidemment très préoccupant et très inquiétant pour les patients et pour leurs parents. Et ces infiltrations digestives peuvent constituer une sorte d'obstacle à la motricité du tube digestif. Vous savez que la progression des selles et du contenu du tube digestif se fait par des mouvements de striction du tube qui fait progresser le contenu intestinal vers la sortie, c'est-à-dire vers le rectum, et ces contractions intestinales vont buter contre ces hématomes de paroi qui font obstacle, et l'intestin va se retourner quelque part sous la forme d'un doigt de gant, ce que j'ai voulu symboliser ici par analogie. Alors, ces invaginations intestinales, comme on les appelle, ce télescopage de l'intestin dans lui-même se fait plus naturellement au niveau de l'intestin grêle. Alors ces invaginations intestinales sont très fréquentes au cours du purpura rhumatoïde. Elles sont responsables bien évidemment avec le reste des douleurs abdominales. Elles sont aisément vues sous la sonde d'échographie et c'est le radiologue qui va mettre en évidence ces anomalies. Vous le voyez ici, c'est l'échographie qui fait le diagnostic aisément. Et les images sont assez caractéristiques. Vous voyez ici une section du tube digestif qui ressemble à une sorte de cocarde. Et les radiologues qui ont beaucoup d'imagination décrivent également, lorsque
lésion est vue en longitudinal sous la forme d'un sandwich, peu importe. Donc le diagnostic est aisé et heureusement, ces invaginations, dans la grande majorité des cas, sont spontanément résolutives, c'est-à-dire l'intestin se désinvagine spontanément au passage de la sonde d'échographie. Parfois, ces invaginations justifient l'administration de cortisone et exceptionnellement alors nécessitent une intervention chirurgicale pour désincarcérer, pour libérer cet intestin qui souffre du fait de ce télescopage, où les vaisseaux sanguins qui irriguent la muqueuse intestinale peuvent être comprimés et entraîner une souffrance locale de ce tube digestif. Donc ces invaginations intestinales, elles sont fréquentes, elles sont situées plutôt sur l'intestin grêle, mais elles sont de très bons pronostics et souvent très sensibles à la cortisone, voire spontanément résolutives. Une autre forme du purpura rhumatoïde que l'on décrit alors chez le petit nourrisson s'appelle l'édème hémorragique du nourrisson. C'est vraiment une éruption tout à fait spectaculaire, avec des lésions cutanées comme vous le voyez, avec une coloration presque au stabilobos, très fluo, très rouge, très spectaculaire au niveau des oreilles notamment, avec le pavillon d'oreille qui est tout infiltré par du rouge, là par l'infiltration. Ces lésions arrondies qui sont aussi très spectaculaires et très inquiétantes pour les parents et même pour les jeunes internes qui ne connaissent pas cette pathologie. Vous voyez la dissémination de toutes ces lésions sur la peau qui sont tout à fait singulières. Mais cette forme purement cutanée de purpura rhumatoïde, donc qui est baptisée édème hémorragique du nourrisson, qui n'a rien d'ailleurs d'hémorragique, qui est simplement un purpura, une vascularite très particulière, n'est jamais compliquée. Jamais compliquée d'atteinte rénale, jamais compliquée d'atteinte digestive. Et finalement, cette variante du purpura rhumatoïde guérit absolument sans problème, sans traitement et donnant des photos tout à fait spectaculaires. Mais c'est encore une fois une pathologie excessivement bénigne, sans complications. Comment faire le diagnostic ? Eh bien, il faut dire qu'aucune anomalie biologique, aucun marqueur dans le sang n'est réellement spécifique. Et il ne faut pas compter sur des prises de sang sophistiquées ou même de la biologie de routine pour faire le diagnostic. Il s'agit essentiellement d'un diagnostic clinique par les yeux, par la palpation, par l'histoire clinique du patient et sa symptomatologie que je viens de vous décrire. Donc on sera très économe dans la pratique des examens complémentaires et comme nous allons le discuter dans un instant, l'essentiel est de mettre en évidence ou pas l'existence d'une atteinte rénale. Il existe des manifestations alors tout à fait exceptionnelles, tout à fait inhabituelles, tout à fait rares, dont certaines peuvent avoir un pronostic un peu plus difficile. Les atteintes neurologiques avec ce qu'on appelle des encéphalites et l'enfant présente au cours de son purpura rhumatoïde des manifestations neurologiques, c'est-à-dire il est moins vigilant, il est plus endormi et finalement c'est l'imagerie cérébrale, l'IRM qui mettra en évidence des anomalies, mais ces atteintes neurologiques sont souvent également rapidement résolutives avec la résolution du purpura rhumatoïde. Il y a des formes sévères alors qui posent des problèmes importants, des atteintes pulmonaires, il y a des pancréatites, et finalement comme cette vascularite est une vascularite systémique, c'est-à-dire que le processus inflammatoire, il concerne en fait tous les capillaires de tout l'organisme, finalement, vous pouvez décliner en théorie autant de formes cliniques, autant d'atteintes d'organes qu'il existe donc des différents organes et différents systèmes dans le corps du petit patient. Mais ces manifestations sont quand même très très inhabituelles. Pourquoi tant d'inflammation ? Quel est le mécanisme ou les mécanismes qui rentrent en ligne de compte et qui peuvent expliquer autant d'inflammation et cette fuite, cette inflammation des capillaires, cette capillarite et tous les désordres spectaculaires qui en résultent.
on rentre là dans un champ un petit peu compliqué, que j'ai essayé de résumer, qu'on peut dire à l'excès, dans ce petit schéma. Le problème revient à un conflit, comme souvent en médecine, un conflit entre un agent infectieux, et l'on a dit qu'un certain nombre de microbes pouvaient être responsables et déclencher cette inflammation exacerbée et totalement inappropriée. Donc c'est souvent une histoire ORL, une histoire d'infection, d'angine, de rhinopharyngite, et qui va donc susciter de la part du système immunitaire le système immunitaire, c'est ce système, les globules blancs, pour le dire de façon un peu abrupte, les globules blancs qui sécrètent les anticorps, et c'est le système immunitaire qui va être sollicité pour se défendre contre cet agent infectieux. Production d'anticorps, donc ces molécules qui vont repérer l'agent infectieux et se fixer dessus pour neutraliser l'agent infectieux. Il faut savoir que dans la vie, on a un certain nombre d'immunoglobulines, d'anticorps, de marques différentes. Il y a des immunoglobulines qu'on dit IgG, il y a des immunoglobulines E, il y a des immunoglobulines D, il y a des immunoglobulines M, et puis il y a les IgA qui ont des formes particulières et une séquence, une anatomie, si vous voulez, particulière qui leur confère ce terme d'IgA. Ces IgA, d'ailleurs, sont importantes pour défendre contre les antigènes et contre les microbes qui arrivent par les muqueuses. Eh bien, pour des raisons probablement génétiques, le patient fabrique des IgA, mais qui ne sont pas très conformes, qui n'ont pas une anatomie absolument normale, et en particulier qui sont appauvris en sucre. Il se trouve que les immunoglobulines sont fabriquées de façon native, puis après décorées par le système immunitaire avec des petits morceaux de sucre qui viennent donc taguer en quelque sorte ces immunoglobulines. Et les IgA du patient ont une anatomie, une séquence anormale qui les rend possiblement immunogènes, et c'est ce qui va se passer, c'est le patient va fabriquer alors, reconnaissant ces immunoglobulines très anormales, va fabriquer des anticorps dirigés contre ses propres anticorps. Et donc c'est une sorte d'anarchie avec fabrication d'anticorps dirigés contre ses propres immunoglobulines. Et ces amas de complexes anticorps, anti-anticorps, anti-IgA, ces complexes humains vont circuler bien évidemment, vont se fixer dans la paroi des vaisseaux, vont être trappés, vont être filtrés dans le rein et rester prisonniers dans ces structures qu'on appelle les glomérules, qui sont la petite unité fonctionnelle du rein. Et bien évidemment, ces humains complexes qui n'ont pas lieu d'être vont susciter alors à nouveau une stimulation du système immunitaire, et les globules blancs qui sont symbolisés ici vont être rameutés et vont déclencher un certain nombre de réactions inflammatoires et même de dommages collatéraux et de risques de destruction ou d'inflammation considérable de ces unités du rein qu'on appelle des glomérules. Donc en pratique, on peut considérer que le purpura rhumatoïde est une forme de maladie auto-immune déclenchée par un agent infectieux, production probablement pour des raisons génétiques. Donc il y a une part de génétique en chacun d'entre nous pour développer telle ou telle maladie. Fabrication d'immunoglobulines non conformes, fabrication d'anticorps anti-anticorps, donc anarchie complète avec fabrication de complexes humains. Ces complexes humains, c'est-à-dire ces tandems anticorps anti-anticorps, vont précipiter et rester coincés en quelque sorte dans la paroi des vaisseaux et du rein et entraîner une réponse inflammatoire évidemment inappropriée avec la constitution de dommages collatéraux et de lésions, notamment de vascularites, rendons compte des principaux signes que je viens de vous exposer, et d'une atteinte rénale qui va faire tout le pronostic de cette maladie. Alors, et le rein alors? Donc, l'atteinte du rein fait tout le sérieux de cette affection, mais l'atteinte est inconstante et il est difficile de se faire une idée très précise sur la prévalence de l'atteinte rénale. Selon les différentes séries, en fait, cette atteinte se situe entre 25% et 50% des patients concernés par le purpura rhumatoïde. Donc l'atteinte rénale n'est pas une obligation.
L'atteinte rénale se situe essentiellement dans le mois qui suit la poussée de purpura rhumatoïde. Dans les 4 semaines, c'est souvent vers la deuxième, troisième semaine qui suit l'apparition du purpura. Et cette atteinte rénale, elle est toujours possible tant que la maladie est évolutive. Or, il y a peut-être un élément sur lequel je n'ai pas insisté au départ, c'est que le purpura rhumatoïde évolue par rechute, avec disparition dans un premier temps de l'éruption, voire des arthrites, et puis quelques jours, quelques semaines après, le purpura récidive sur un mode souvent identique, avec des atteintes articulaires, voire des atteintes digestives, et ce purpura. Et donc, tant que la maladie est évolutive, et à chaque rechute, il existe toujours, à chaque fois, le risque d'atteinte rénale. Et la conséquence qu'il faut enseigner aux médecins qui suivent des enfants atteints de purpura rhumatoïde, c'est une maladie fréquente par ailleurs dans les services de pédiatrie, et les médecins généralistes, les médecins traitants qui suivent également ces familles, c'est de dire que la surveillance de l'atteinte rénale est nécessaire au moins dans les 6 mois qui suivent la poussée, et la dernière poussée si l'enfant a présenté plusieurs rechutes. L'atteinte rénale semble être conditionnée par des facteurs de risque, et ces facteurs de risque, c'est l'âge. L'atteinte rénale concerne plutôt les grands enfants, plutôt les enfants qui ont fait des atteintes digestives et souvent sévères, et ceux qui ont développé des rechutes fréquentes. Donc il existe un certain lien de risque d'atteinte rénale entre le caractère spectaculaire et les rechutes, et l'âge aussi, et la survenue de cette atteinte rénale. Ce qu'il faut dire enfin, c'est que cette atteinte rénale est le plus souvent également bénigne et d'évolution transitoire et d'évolution spontanément résolutive, sans aucun traitement et sans séquelles. Ce qu'il faut insister aussi, c'est que malheureusement, il n'y a pas de traitement préventif et les enfants qui ont bénéficié d'administration de cortisone, notamment pour gérer la douleur, les atteintes articulaires et les atteintes digestives, n'ont pas moins d'atteintes rénales que les enfants qui n'auront pas été traités. Et voilà le type de symptômes, mais je vais revenir sur ce qui va pointer le doigt sur une atteinte rénale, c'est l'apparition du sang dans les urines. Alors, cette maladie rénale, qui est une complication du purpura rhumatoïde, est très proche d'une entité que les patients connaissent, qui est la néphropathie IgA, ou maladie décrite par Jean Berger, qui a disparu vers les années 2011, si j'ai bonne mémoire. Et Berger a décrit une pathologie rénale, une néphropathie chronique, avec aussi implication de ces fameuses immunoglobulines IgA. Et ces deux maladies ont une parenté très importante, puisqu'on décrit dans une même famille la possibilité d'une maladie de Berger, qui est une maladie rénale exclusive, sans le reste des symptômes systémiques du purpura rhumatoïde. Donc un Berger chez un apparenté et un purpura rhumatoïde dans une même famille, voire chez un même patient, la survenue d'un purpura rhumatoïde dans la petite enfance, ayant guéri, et la survenue plus tard d'une maladie de Berger. Alors la maladie de Berger n'évolue pas comme le purpura rhumatoïde, dans le sens que c'est une maladie rénale chronique qui est évolutive, c'est-à-dire que les dommages constatés sur une biopsie rénale ne sont pas figés, ne sont pas fixes, et que cette maladie peut s'aggraver avec le temps et peut être responsable d'une déchéance de la fonction rénale et de la nécessité d'un programme de dialyse-transplantation. Alors que les lésions rénales du purpura rhumatoïde sont déjà d'emblée définies à l'installation de la néphropathie. Donc on n'en dira pas plus sur cette affection, qui est plutôt une maladie du grand enfant, de l'adulte jeune ou de l'adulte mature, mais donc des parentés extrêmement importantes entre cette pathologie exclusivement rénale et le purpura rhumatoïde. Alors comment est-ce qu'on dépiste, comment on surveille une atteinte du rein ? Sur ces trois illustrations, à vrai dire,
On va regarder dans les urines du patient le passage de protéines. Et la protéinurie, c'est-à-dire la quantification de protéines, est un élément qui suggère une altération du filtre rénal et donc d'une atteinte rénale. Un autre paramètre que l'on va pouvoir mettre en évidence dans des urines en cas d'atteinte rénale, c'est la présence de sang, que j'ai symbolisé ici par des petits globules rouges. Et évidemment, ce dépistage de protéines dans les urines et de sang se fait à l'aide de bandelettes que l'on trouve donc facilement dans le commerce, dans les pharmacies, qui est largement prescrit par les pédiatres et par les néphrologues. Un deuxième élément qui fait partie de la surveillance d'un enfant présentant une éventuelle maladie rénale, c'est la prise de pression artérielle, tant le rein est un organe absolument essentiel pour contrôler la pression artérielle chez l'enfant et chez l'adulte. Et enfin, en cas d'atteinte rénale, on complétera ces deux éléments de surveillance extrêmement simples par une prise de sang pour étudier ce qu'on appelle la fonction rénale proprement dite, c'est-à-dire un certain nombre de marqueurs dosés facilement dans un laboratoire de ville qui permettront de quantifier l'éventuelle gravité ou au contraire de mesurer, de vérifier que le rein fonctionne tout à fait correctement. Donc ça aussi c'est une petite, pas animation, mais une petite illustration pour dire que lorsque votre rein qui filtre sans arrêt l'ensemble du plasma, du sérum de l'individu, lorsque ce rein fonctionne bien, eh bien le filtre rénal laisse passer tous les déchets et les liquides pour constituer l'urine, et en pratique donc les globules rouges et les protéines qui font partie d'un certain nombre de nutriments, notamment la viande, le poisson, etc. Eh bien, ces éléments sont retenus par le filtre rénal. Lorsque la maladie rénale est présente, eh bien, ce filtre va être abîmé et laisser passer en quelque sorte ces protéines et le sang, et c'est ce que vous allez quantifier à la bandelette. Et bien sûr, la présence de protéines et de globules rouges dans les urines témoigne d'une altération du filtre rénal et donc d'une attaque du rein par le processus inflammatoire et de dommage qui va nécessiter une prise en charge particulière. Donc voilà, recherche de protéines régulières dans le sang, dans les urines, et la recherche de sang à la bandelette, voire de façon plus précise en quantifiant les choses au laboratoire, la prise de pression artérielle qui doit faire partie de l'examen général d'un enfant de façon générale, et une prise de sang pour compléter éventuellement la fonction du rein lorsque vous avez des anomalies qui sont présentes. Alors la néphropathie, c'est-à-dire l'atteinte du rein, est loin d'être constante, et lorsque l'enfant n'a pas de signe de néphropathie, une fonction rénale absolument parfaite, et n'a pas de protéines ou de sang dans les urines, eh bien il convient cependant de surveiller cet état de fait systématiquement au décours d'une poussée du purpura rhumatoïde. Alors dans la région Rhône-Alpes, de façon un peu didactique, on propose une surveillance par bandelette urinaire une à deux fois par semaine, le premier mois, puis une fois par semaine les 2 et 3 mois, puis vous pouvez lire 2 fois par mois jusqu'au 6e mois. On considère en fait que l'atteinte rénale, si elle doit apparaître, le maximum de chance, c'est encore une fois dans les 4 à 8 semaines qui suivent la poussée, mais cette surveillance doit être au moins effectuée jusqu'au 6e mois, voire donc plus jusqu'au 12e mois. Et à chaque fois, à chaque poussée, et finalement on remet les compteurs à zéro et le risque de développer une atteinte rénale est de nouveau présente, et cette même surveillance doit être proposée à chaque fois, même durée, même type de surveillance à chaque poussée. Et lorsque l'enfant aura guéri de son purpura rhumatoïde sans avoir jamais développé d'atteinte rénale, on pourra arrêter ce type de surveillance en l'absence, encore une fois, d'atteinte du rein. Il n'en est pas de même lorsque on a une atteinte rénale. Alors, la diapositive qui intervient ici est censée illustrer des atteintes rénales sévères, c'est-à-dire lorsque la surveillance systématique au décours de la poussée met en évidence beaucoup de protéines dans les urines, voire la présence de sang, voire
une altération de la fonction rénale, une hypertension artérielle. Bien sûr que la prise en charge de ces enfants qui présentent ce type de problème se fait dans un centre expert avec des surspécialistes et des néphrologues pédiatriques. Et là, on discute la biopsie rénale. La biopsie rénale est une procédure qui consiste à prendre un petit morceau du rein par des aiguilles ad hoc et sous repérage échographique. On va regarder ensuite au microscope le rein et on va définir l'existence de lésions qui sont de lésions, c'est-à-dire de dommages induits par cette inflammation exacerbée, qui sont actives, c'est-à-dire qui sont encore bien vivantes, bien actives, et au contraire des lésions qui sont anciennes, qui ont entraîné de la fibre, des lésions éteintes, mais qui ont laissé des séquelles. On va quantifier les choses avec des lésions que l'on va qualifier de relativement bénignes et d'autres de potentiellement très sévères. Et bien sûr, c'est sur ces données morphologiques, ces données de biopsie rénale, que les néphrologues vont proposer des immunosuppresseurs dont les modalités sont bien sûr ne sont pas ici à définir davantage. Dans le cadre de cette petite discussion sur le purpura rhumatoïde, il suffit de savoir que les corticoïdes à forte dose, sous forme de perfusion de corticoïdes, représentent le premier traitement proposé lorsque l'on a affaire à une atteinte rénale sévère. Alors la néphropathie du purpura rhumatoïde, on peut discuter finalement deux situations. Ce que les néphrologues qualifient de relativement bénin, c'est-à-dire en fait un enfant qui présente au décours d'une poussée du sang dans les urines, ce qu'on appelle une hématurie. Celle-ci peut être isolée. On parle aussi de protéinurie minime. Donc le qualificatif minime, il est donné lorsque la protéinurie est relativement faible. Et on quantifie les choses en mesurant, et les patients qui présentent une atteinte rénale dans le purpura rhumatoïde le savent bien, sur un échantillon d'urine, on fait un rapport entre la quantité de protéines dans les urines et la quantité de créatinine dans les urines. Et le cut-off, c'est-à-dire la valeur seuil, si vous voulez, au-dessous de laquelle on observe cette protéinurie, va définir ces protéinuries minimes. Donc lorsqu'on a un peu de sang dans les urines, et de façon microscopique notamment, ou une protéinurie qui est définie par un seuil inférieur à 70 mg par millimole, eh bien en pratique, on continue à surveiller ces enfants. On ne propose aucun traitement, mais on surveille de façon très prolongée les enfants qui présentent une néphropathie, compte tenu de l'incertitude de l'évolution de cette atteinte. A l'inverse, la néphropathie sévère, elle est définie par un certain nombre de critères, par exemple une protéinurie très élevée que l'on qualifie de néphrotique, ou bien l'hypertension artérielle, ou l'association des deux, a fortiori une atteinte de la fonction rénale en termes de créatinine. Eh bien, ces patients très à risque d'évoluer vers une insuffisance rénale sont pris en charge par un centre expert qui va définir les modalités du traitement immunosuppresseur dont je vous ai dit tout à l'heure que la première étape était de proposer une corticothérapie de haut niveau, souvent par injection de corticoïdes, par perfusion de corticoïdes en milieu hospitalier. Au final, la déchéance de la fonction rénale, c'est-à-dire l'évolution de cette maladie vers la déchéance complète, vers l'insuffisance rénale terminale, cette situation est tout de même extrêmement rare chez les patients, et heureusement. Et on a à disposition une grande série japonaise récente qui fait état de à peu près 1% des patients qui ont une atteinte rénale au diagnostic. Et il semble que ce risque d'évoluer vers une insuffisance rénale terminale est corrélé à la persistance de la protéinurie très prolongée après un an d'évolution. Et bien sûr, c'est presque une lapalissade, l'existence de lésions sévères à la biopsie. Certains enfants donc évoluent vers l'insuffisance rénale terminale. Encore une fois, heureusement, ces situations sont très exceptionnelles. Ces enfants sont inscrits sur un programme de dialyse-transplantation et puis donc bénéficient, on l'espère, très rapidement
d'une transplantation rénale, il existe un risque de rechute sur le greffon, c'est-à-dire de nouveau des dépôts d'IgA sur le greffon tout neuf, 13% dans une série américaine relativement récente, mais heureusement, ce risque de rechute sur le greffon n'a pas d'impact sur la survie du greffon par rapport aux autres maladies rénales. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, donc l'atteinte rénale, bien que j'ai insisté sur le fait qu'elle est le plus souvent d'évolution bénigne, justifie de toute façon une surveillance à long terme qui sera menée par le médecin généraliste, par le spécialiste, par le pédiatre, et également par les obstétriciens. Il faut dire que les jeunes filles, les petites filles qui sont rescapées, guéries d'un purpura rhumatoïde avec atteinte rénale, doivent être particulièrement surveillées au moment de la grossesse, car il existe un surrisque de développer des complications obstétricales, notamment une protéinurie ou une hypertension artérielle pendant la grossesse. Donc c'est un moment que j'allais dire privilégié pour voir à nouveau des anomalies rénales finalement réapparaître comme expression de séquelles passées inaperçues pendant toute la période entre la guérison de la maladie et la mise en route d'une grossesse. Certains enfants aussi développent des hypertensions artérielles à long terme qu'il va falloir dépister, si bien qu'il est encore une fois de bon ton de surveiller régulièrement les enfants ayant présenté une néphropathie, complication du purpura rhumatoïde par un examen annuel systématiquement, et la recherche d'une protéinurie, par exemple, c'est les deux choses minimales, essentielles pour surveiller un patient guéri cependant d'une maladie rénale bénigne. Rechercher une maladie rénale chronique et bien sûr dépister une insuffisance rénale terminale, ce qui est encore une fois exceptionnel. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exposé succinct, j'espère le plus clair possible, sur le purpura rhumatoïde? C'est redire qu'il s'agit d'une maladie certes très spectaculaire, même très douloureuse pour certains patients, avec cette atteinte digestive qui peut donner des douleurs assez effroyables, des crampes et du sang dans les selles, enfin des manifestations tout à fait spectaculaires et tout à fait insupportables. Ces arthrites aussi qui sont très pénibles et très succulentes et très douloureuses. Ce purpura très spectaculaire et très inquiétant. Il faut redire qu'il s'agit d'une maladie bénigne dans l'immense majorité des cas, que ces manifestations que je viens de redire, ces manifestations vont disparaître sans séquelles. Le problème du purpura rhumatoïde, c'est l'atteinte du rein. Cette atteinte, encore une fois, n'est pas constante. Cette atteinte du rein est le plus souvent extrêmement bénigne, avec un peu de sang dans les urines de façon peu prolongée, quelques jours, le temps de la poussée, une protéinurie de faible niveau, et bien sûr, la mission des pédiatres et des médecins généralistes, c'est de surveiller les patients atteints de maladies rénales, même si la maladie a évolué de façon spontanément résolutive, surveiller toute la vie en fait un patient qui a eu une atteinte rénale par un examen minimum pour lequel on assistera sur le dépistage d'une hypertension artérielle ou d'une protéinurie. Et donc certaines néphropathies à IgA, certaines atteintes rénales justifient alors la prise en charge dans un centre expert. C'est celles qui vont développer une protéinurie de haut niveau, c'est celles qui ont une hématurie persistante, c'est celles qui ont évidemment une déchéance de la fonction rénale. Donc ces patients vont nécessiter une prise en charge sophistiquée, une surveillance ad hoc et la discussion d'une biopsie rénale pour essayer de quantifier les lésions, leur sévérité, leur caractère évolutif ou au contraire le caractère éteint, fibrosé, pour essayer de prédire l'avenir de ces patients. Et sur ces derniers mots, on va se quitter en vous remerciant de votre attention, en espérant avoir été clair dans cette pathologie tout à fait intéressante et très chère au cœur des pédiatres, et évidemment en rappelant ici la dernière diapositive, France Vascularite, dans le cadre de la filière FAI2R. Merci.